te laisse Euh, la parole. Parfait. Donc, bonjour, moi c'est Anne-Sophie Caron. Je suis candidate au doctorat à Concordia et co-supervisée par Emma Desplan et Miguel Montero Girona. Je suis pas supposée être dans cette section-ci, mais j'enseigne cet après-midi. Donc, moi, je vais plus parler des perturbations, puis dans ce cas-ci, des épidémies de livrée des forêts. Donc, la livrée des forêts, qui est vraiment un des principaux défoliateurs des forêts au Canada, et les feuillus plus spécifiquement en termes d'air, de forêts défoliées, mais pas nécessairement en termes de mortalité, là, ce dont quoi je vais parler un petit peu plus après. Donc, pour ceux qui ne la connaissent pas, la livrée des forêts, c'est cette chenille ici, au stade de papillon, euh, un peu moins importante, mais c'est parce que vraiment, au stade larvaire, les chenilles se nourrissent assez rapidement et quand même beaucoup dans des petites masses d'œufs comme ça. Il peut y avoir à peu près 300 à 400, à 400 œufs. Donc, quand ils sortent, les chenilles doivent se nourrir et se nourrir assez rapidement, ce qui peut causer des défoliations assez importantes sur des grandes aires de feuillus. Donc, pour ceux qui l'ont déjà vu, c'est comme si c'était l'hiver, là, qu'il n'y avait pas de feuilles sur les arbres, donc ça peut quand même être assez impressionnant. Et ça fait que les arbres ont à mettre beaucoup d'énergie à refaire des feuilles pour qu'ils puissent continuer à faire de la photosynthèse justement durant l'été, ce qui va enlever de l'énergie à mettre dans d'autres choses. Donc ça peut avoir des répercussions écologiques, en particulier sur la mortalité des arbres. Ça peut aussi avoir un impact sur la qualité du bois de ces arbres-là. Et ça va accentuer, dans le fond, les vulnérabilités qu'il y a à certains facteurs comme la sécheresse, les températures extrêmes, les pathogènes. Après, ça peut aussi avoir un effet sur la succession forestière. Donc, par la défoliation, ça va être créer des trous dans la canopée, ce qui peut accélérer certains processus en laissant justement de la lumière, donc de laisser certaines espèces qui prennent le dessus. Et finalement, ça peut aussi avoir un changement du sous-bois, donc avec la lumière, mais aussi les températures que ça engendre. Euh, donc, changer les plantes qui sont dans le sous-bois, mais aussi potentiellement les insectes qui s'y trouvent. Donc, ça, c'est moi, je fais partie d'un groupe plus gros qui s'intéresse à l'autre partie de ce système-là. Mais moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est de voir avec la livrée des forêts qui va créer, dans le fond, un gros apport de nutriments au sol. Donc, soit à travers les feuilles qui vont tomber, à travers les excréments ou à travers les chenilles elles-mêmes qui vont mourir et tomber sur le sol. Ça peut apporter un grand apport d'azote et de carbone, ce qui va à son tour avoir un effet sur la microfaune et qui peut avoir un effet sur la macrofaune qui va après, elle aussi, peut-être avoir un feedback et euh, s'attaquer à la livrée des forêts. Donc, essayer de voir si une épidémie peut créer un environnement plus propice pour que les prédations de livrée des forêts arrivent. Et ça, c'est dans un contexte aussi où la livrée des forêts a un cycle épidémique d'à peu près 10 ans, tout dépendant de la région où elle est. Elle est présente à peu près partout au Québec. Et ça, c'est différent des populations de livrée des forêts à travers le Québec. On peut voir qu'il y a quand même une variation dans l'intensité et la périodicité des épidémies. Donc, pour ça qu'on s'intéresse, moi je travaille non seulement en Abitibi, mais aussi dans l'Outaouais, donc de voir la différence entre les populations à ces deux endroits-là. Et justement, en Abitibi. Euh, et dans le fond, nous, ce qu'on essaie de voir, surtout avec cette étude-là que je vais présenter, c'est de voir s'il y a des scénarios de dépendance de densité. Donc, si on voit une différence en termes de niveau de mortalité puis de prédation, dépendant de où on est dans le cycle épidémique de la livrée. Donc, il y a trois scénarios qu'on peut voir en théorie. Donc, celui où il n'y a pas de dépendance de densité, donc que l'abondance des proies va monter et descendre, mais que l'abondance des prédateurs va rester la même. Donc, ça, ce serait s'il y avait des généralistes dans les prédateurs qui, peu importe ce qu'il y a dans l'environnement, vont se nourrir de ça. On peut avoir un scénario de dépendance de densité sans retard, donc quand l'abondance des proies monte, l'abondance des prédateurs monte en même temps et quand elle descend, l'autre descend aussi. Et un scénario de dépendance de densité avec un retard temporel, donc qui a l'apogée de l'abondance des proies. Les prédateurs n'y soient pas encore, mais qu'ils soient quand on observe justement ce crash dans l'épidémie qui est assez distinctif des épidémies de livrée des forêts.
Donc, ce qui pourrait expliquer une partie de pourquoi ça oscille, parce que c'est encore assez mal compris, l'oscillation, puis de voir pourquoi ça arrive et pourquoi c'est aussi constant. Et nous, dans le fond, ce qu'on a essayé de faire, vu qu'on ne pouvait pas être à l'apogée de l'épidémie, c'est de voir est-ce qu'on peut voir les effets de l'épidémie après quelques années. Donc, pour ça, on a travaillé à la forêt d'études et de recherche du lac du Parquet, vraiment dans la station de recherche, donc dans les forêts ici, mais aussi dans ces sites-là un peu plus loin, proche de la route, qui, eux, ont été défoliés lors de la dernière épidémie qui a eu lieu en 2016-2017, mais où les sites ici n'ont pas été attaqués. Donc, de voir la différence vraiment entre les deux sites, parce que l'autre de la livrée des forêts dans cet environnement-ci, c'est le peuplier faux-tremble. Et on avait nos sites de contrôle ici et nos sites qui avaient été défoliés. Pour notre expérience, on a utilisé ce système-là de triade où on avait des colonies de livrées des forêts qu'on accrochait à des branches et qu'on observait tout au long de l'été, donc combien de chenilles émergeaient, combien de temps elles restaient en vie et le nombre de chenilles qui se rendaient, dans le fond, au quatrième instar, donc quand ils sont encore considérés des jeunes larves. Donc, on avait une colonie qui était libre, qui pouvait se faire attaquer par à peu près n'importe quoi. Des colonies en cage, ces cages qui ressemblent à ça, où on excluait complètement les prédateurs et nos colonies Tanglefoot qu'on appelle, qui est cette substance-là qui est souvent utilisée en horticulture pour empêcher les insectes de monter puis de détruire les fleurs. Mais là, c'était pour empêcher les insectes de monter et de manger nos insectes, mais ils pouvaient quand même se faire attaquer par les prédateurs volants. Donc, une exclusion partielle. Et après, on a compté justement l'émergence de nos masses 2 et le nombre qui ont réussi à se rendre jusqu'au stade 4. À travers ça, les questions qu'on regardait vraiment et qui ont été publiées justement dans cet article dont je parle, c'est est-ce que la mortalité des jeunes larves est dépendante de la densité? Donc, on pensait que oui, généralement, il y avait à avoir plus de mortalité avec une plus haute densité de proie. Et est-ce que les différentes sources de mortalité vont causer différents scénarios de dépendance de densité? Donc, en se disant que la mortalité venant d'insectes, de prédateurs, serait plus importante que la mortalité intrinsèque. Quand on regarde, est-ce que la mortalité des jeunes larves est dépendante de la densité, on voit que généralement oui. Donc, il y a un effet de l'année, donc pendant l'épidémie et 2 ans après. Il y a un effet de l'historique de défoliation, donc si c'est nos sites contrôle ou nos sites épidémiques, et des différents traitements dont je parlais, donc les colonies libres avec Tanglefoot et dans des cages, où on voit vraiment que la plupart qui avaient comme que le plus haut taux de survie était dans les cages après le Tanglefoot, après dans les colonies libres, puis qu'on voyait vraiment un effet de l'année. Donc, on peut penser qu'en général, la mortalité est dépendante de la densité. Puis, est-ce que l'historique de défoliation augmente la mortalité dans l'épidémie? De façon générale, oui. Mais on veut aller plus loin pour regarder quelle source de mortalité vraiment causait ces changements-là. Donc, on a décidé de les séparer en différentes catégories. Donc, la mortalité intrinsèque qu'on a appelée, qui inclut n'importe quoi qui aurait pu juste être en termes de fitness des colonies, des fermes maternelles, mais aussi des pathogènes qui auraient pu être là parce qu'on ne pouvait pas les quantifier eux-mêmes. Nos prédateurs volants, donc tout ce qui est parasitoïdes, guêpes, nos insectes venant du sol, souvent des fourmis et des coléoptères, la mortalité extrinsèque au complet et totale. On a juste pris en compte les 3 premiers parce que sinon ça devenait très redondant. Et on a pris en compte ce qu'on appelle les taux d'attaque marginaux. Donc, je vais aller rapidement là-dessus, mais dans le fond, c'est que on peut être sûr que dans nos cages, toute la mortalité venait des taux intrinsèques parce que il y avait une exclusion totale des prédateurs, mais dans les 2 autres colonies, ça se pourrait que certaines des chenilles seraient mortes d'une cause intrinsèque, mais qui ont été attaquées avant. Donc, de prendre en considération cet overlap-là qu'on voit vraiment en plus dans les colonies libres pour avoir une meilleure idée de ce qui se passait vraiment. Et ce qu'on voit, c'est que ça allait un peu contre notre hypothèse. Donc, c'est pas tous les types de mortalité qui ont augmenté. Donc, la mortalité des insectes venant du sol a en fait diminué, mais celle venant des insectes volants, donc les parasitoïdes et la mortalité intrinsèque ont augmenté après l'épidémie. Et dans ce cas-là, on ne voyait pas vraiment de différence entre les sites défoliés et non défoliés, mais il y avait beaucoup de variations. Donc,
Une des raisons qui pourrait expliquer l'augmentation de la mortalité intrinsèque, c'est qu'au début, on avait pris en compte surtout la transmission horizontale des pathogènes, donc dans notre cas, le virus, la polyhydrose nucléaire, qui dans le fond, ça s'attrape que l'insecte marche par-dessus des petites particules contaminées. Mais ce qui pourrait se passer aussi, c'est que les parents aient eu une infection sublétale qui aurait pu se passer à la progéniture aussi, et donc diminuer euh, le, la fitness des colonies elles-mêmes, ce qui concorde avec des études passées. En termes de mortalité intrinsèque, on a beaucoup de variations parce qu'il y a un manque de distinction, particulièrement en termes des prédateurs et des parasitoïdes volants. Et c'est difficile de voir les effets non destructifs de la prédation, donc une fuite ou une dispersion qui aurait pu arriver aussi. Et la plupart des prédateurs sont généralistes, donc pourraient être influencés aussi par d'autres facteurs écologiques ou d'autres épidémies qui se seraient passées de d'autres insectes. En termes de dépendance de densité, on voit un certain délai, un retard temporel, ce qui est conforme avec ce qui a été vu chez la livrée occidentale, qui est une espèce congénère qui est dans l'ouest du Canada. Et nos résultats et ceux de Myers, qui a beaucoup travaillé justement sur cette espèce congénère, suggèrent vraiment que la mortalité des jeunes larves et des vieilles larves joue des rôles vraiment différents dans les dynamiques épidémiques. Donc, la mortalité des jeunes larves peut aider à garder les populations à des niveaux endémiques assez bas et que la mortalité intrinsèque, les pathogènes jouent des rôles importants dans cette dynamique-là, donc les prendre en considération pour aider à protéger les forêts, justement, donc nous s'assurer que notre aménagement est fait en termes, justement, pour s'assurer que le contrôle biologique qui est déjà présent dans l'environnement continue à être là et à compléter peut-être le puzzle de trouver c'est quoi pourquoi il y a des cycles épidémiques, justement, puis pourquoi ils fonctionnent comme ils fonctionnent. Et de faire des meilleures prédictions aussi pour prendre en considération les paramètres spécifiques de certaines espèces, parce qu'on ne fera pas la même chose pour la livrée des forêts que pour la torose bourgeon de l'épinette. Donc, je voudrais remercier les deux labos dans lesquels je suis, mais mon comité évaluateur et les aides de terrain et de labo, et surtout Joshua Jarry qui a fait la plupart de la collection des données en Abitibi. Donc, merci!